Non, justement, c'est un effort de prospective et de transparence qui est accompli par la communauté du renseignement américain. C'est le 7e rapport de ce genre. Il est publié tous les 4 ans, au moment généralement où le président américain entre en fonction à la Maison-Blanche. Et c'est un document extrêmement dense et assez passionnant à destination du président américain et qui lui dit, bon, vous allez être confronté dans l'immédiat à des problèmes énormes. Des problèmes de diplomatie, des problèmes de santé aujourd'hui, évidemment, des problèmes économiques. Mais levez la tête, voilà, regardez ce qui nous attend. Oui. Regardez l'horizon, parce que l'horizon d'ici 2040, parce que c'est ça l'horizon qui est fixé par ce rapport, il s'annonce extrêmement complexe. On assiste vraiment à une sorte d'accélération du temps, à une compression du temps, avec des progrès technologiques foudroyants, mais aussi des nuages noirs qui s'accumulent au-dessus de nos têtes. La première chose qu'on veut savoir, c'est de comprendre comment la planète va sortir de la crise du Covid. Les experts de la CIA expliquent que cette crise va creuser encore un peu plus les inégalités, que les dettes, évidemment, de tous les États vont exploser. Mais ils disent aussi que la course au vaccin a servi d'accélérateur à la recherche mondiale et qu'il y a peut-être du bon dans tout ça. Alors, ce n'est pas une question de bon ou de mauvais, mais c'est simplement qu'il y a une forme d'humilité qui est assumée par la communauté du renseignement américain, qui le dit dès l'introduction du rapport, on ne peut pas tout prévoir. Aujourd'hui, l'exercice même de la prospective est à peu près une garantie de se casser la figure. Parce qu'on n'a même pas un horizon à 1 mois, on est tous aujourd'hui complètement le nez collé sur les chiffres du Covid, et c'est très difficile de se projeter. Mais par contre, ce que disent les experts américains, c'est qu'effectivement, ce genre de crise qu'ils qualifient de plus grave au niveau mondial depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même pas rien comme qualificatif, ils disent que ce genre de crise peut provoquer aussi une sorte d'accélération positive dans la prise en charge d'un certain nombre de questions sanitaires, par exemple. On l'a bien vu, le séquençage du virus a eu lieu à une vitesse complètement démente. On n'avait jamais vu ça. Le partage des données sur ce séquençage aussi s'est opéré de façon inédite. Et la mise en place de ces vaccins nouvelle génération dits ARN messagers, là aussi, on s'y attendait pas du tout dans de tels délais. Donc il y a, même dans les moments les plus noirs, il y a aussi des motifs d'espoir. Cette nuit, Joe Biden vient d'ailleurs d'annoncer que les États-Unis allaient demander que les brevets des vaccins soient désormais publics. Il s'est mis à dos d'ailleurs au passage tous les laboratoires, dont les grands laboratoires américains, et le premier d'entre eux, Pfizer. C'est pas encore fait, hein. Il faut un vote maintenant à l'Organisation mondiale du commerce. Peut-être que cette décision, il l'a prise à la lecture de ce rapport ? Peut-être, on peut l'espérer. En tout cas, je pense aussi qu'il a écouté beaucoup de scientifiques, beaucoup de spécialistes qui considèrent qu'on ne pourra pas vaincre ce virus à l'échelle mondiale si seulement les riches peuvent se faire vacciner. Et c'est ça le défi majeur qui est aujourd'hui devant nos pays. Comment rendre les vaccins, en quelque sorte, les transformer en bien public mondial et permettre leur accès à des zones défavorisées. Parce que sinon, malheureusement, on sera confronté au risque d'une mutation du virus, l'apparition de nouveaux variants que les vaccins ne pourront peut-être pas vaincre. Ce que dessine aussi ce rapport, Piotr Smolar, c'est le poids que vont prendre les sciences, les technologies dans les années qui viennent, des objets connectés absolument partout autour de nous, les progrès de l'intelligence artificielle. Ça fait un peu froid dans le dos, aussi parce qu'on se dit que celui qui contrôlera cette technologie, celui qui aura les meilleures machines, les meilleurs ordinateurs, et peut-être celui qui contrôlera aussi la planète. Vous avez tout à fait raison, et 2 des mots-clés dans le rapport, c'est adaptation et innovation. C'est pas des mots d'une originalité folle, non. Mais par contre, la façon dont il développe l'importance de l'innovation technologique dans ce rapport, moi, m'a assez fasciné. Pourquoi ? Parce que il montre bien que le progrès technologique ne se refuse pas. On ne va pas s'enfermer dans une tente sans eau courante et sans électricité dans le Larzac. Le monde est tel qu'il est et la course à l'innovation va s'accélérer encore. Donc le progrès technologique ne se refuse pas, mais en revanche, il est ambivalent. C'est-à-dire qu'il est porteur d'espoir immense en matière de l'agriculture, les transports, santé, la médecine. Agriculture, oui. Ça va être assez extraordinaire. Mais par contre, il faut bien voir qu'il y aura énormément de casse. Oui, ce qui fait dire d'ailleurs à la CIA qu'à force de mettre des objets connectés absolument partout, des ordinateurs partout, il y a un risque, c'est qu'il n'y aura peut-être tout simplement plus de vie privée dans 20 ans. Il sera impossible de voyager ou même de vivre incognito. Oui, et alors en insistant davantage évidemment sur les États autoritaires ou
voire même totalitaires, qui, eux, se sont assis depuis longtemps sur les notions de vie privée, de droit à la vie privée et de confidentialité des données. Et je pense notamment à la Chine. C'est tout à fait évident. Mais c'est vrai que les chiffres qui sont cités dans le rapport sur le nombre d'objets connectés est assez hallucinant. C'est-à-dire qu'en 2018, je dis ça de mémoire, il y avait 10 milliards d'objets connectés. Ce qui semble déjà hallucinant. Hein. Ce qui est déjà pas mal. Mais on va vers des milliers de milliards d'objets connectés. C'est-à-dire qu'il y aura une espèce immense toile, immense réseau qui va être constitué avec tous ces appareils. Donc ça va permettre effectivement des progrès majeurs en matière de santé, en matière de transport. Par exemple, moi j'ai un fils, je ne sais pas si vous avez des enfants, Marc, moi j'ai un fils de 7 ans. Et je lui dis souvent que je ne suis pas sûr qu'il aura à passer le même permis de conduire que moi. Parce qu'il est possible, je ne le sais pas, peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, eh bien, les voitures seront autopilotées. Il n'y aura plus besoin d'un pilote humain. Ça, c'est le genre d'exemple très marquant. Mais on sait aussi, en ce qui concerne les progrès, par exemple, de l'automatisation, qu'on ne pourra pas refuser, encore une fois. On sait aussi, on cite souvent l'exemple, par exemple, des caissières en supermarché qui pourraient disparaître. Ça a déjà commencé. Mais la CIA dit aussi que ce sera le cas des enseignants, des avocats. Toutes ces professions vont peut-être disparaître. Même à plus haut niveau de qualification. Oui. C'est ça qui est passionnant. Ce ne sont pas seulement les emplois précaires ou à faible niveau de qualification qui pourraient être concernés. Et il faut penser cet avenir déjà. Un mot encore sur un chiffre qui fait sursauter dans ce rapport. La CIA a estimé le coût des maladies mentales sur l'ensemble de la planète. 16 000 milliards de dollars sur les 20 ans qui viennent, les maladies mentales. Ce chiffre, est-ce qu'il vous a surpris vous aussi et comment on l'explique ? Ce chiffre est une gifle. Ensuite, il faut voir comment effectivement il est calculé dans le détail. Encore une fois, c'est une projection. Il n'est pas question de dire c'est pas 16 000 milliards, c'est 15 000 milliards. C'est pas ça, c'est une projection. C'est le montant global. Mais pourquoi ? Mais pour plusieurs raisons. Il y a d'abord, dans un premier temps, les conséquences de l'épidémie actuelle. Il ne faut pas du tout minorer. C'est-à-dire qu'on est encore dans une phase active de la crise et on ne mesure pas toutes les conséquences sismiques de cette épidémie. Mais le bilan final va être évidemment catastrophique pour les jeunes, pour les emplois les plus précaires, pour ceux qui sont mal logés, pour ceux qui ont éventuellement perdu leur emploi, pour ceux qui ont été désocialisés. C'est uniquement un effet de la crise ou c'est aussi parce qu'on va être tout doucement remplacé par des robots et qu'on ne saura plus tout simplement pourquoi on se lève le matin ? Ça, c'est la deuxième phase. C'est évident qu'il va y avoir une sorte de nouvelle révolution industrielle et qui va laisser beaucoup de monde sur le carreau. L'écrivain israélien extrêmement populaire, par exemple Yuval Noah Hariri, en parle beaucoup dans ses livres. C'est-à-dire que cette automatisation d'un certain nombre d'emplois, elle ne va pas être refusée par les pays. C'est impossible. Et la question est aussi liée évidemment à la démographie. Je tiens à insister là-dessus parce que c'est vraiment un point important. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce rapport, c'est qu'il combine les disciplines. La plupart du temps, quand vous lisez des rapports prospectifs sur l'avenir, en gros, c'est uniquement sur l'évolution de la démographie mondiale ou l'évolution de l'économie mondiale. Et là, la communauté du renseignement américain lie toutes ces disciplines entre elles et montre qu'il y a une logique, que la démographie influe sur l'économie, que l'automatisation, le progrès technologique va influer aussi sur les autres domaines.